L'équipe, avant de commencer, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je prépare actuellement la première édition des VALFoot Awards dans laquelle vous allez élire le joueur de la saison, l'équipe de la saison, la déception de la saison, etc. Vous êtes déjà plus de 2300 à avoir voté et ceux qui ne l'ont pas fait, n'hésitez pas, le lien est en description. Luton Town, c'est l'histoire absolument magnifique d'un club presque anachronique dans le football d'aujourd'hui, un club au stade sans commune mesure, au modèle unique outre-Manche puisqu'il est détenu par ses supporters, un club dont la salle de presse se trouve dans le bar des supporters, un club aussi dont le record de transfert ne s'élève qu'à 2 millions d'euros. Bref, c'est l'histoire absolument dingue de l'un des plus petits budgets du championnat d'Angleterre, qui est pourtant passé d'une descente aux enfers au début des années 2010 en 5ème division à une ascension express et complètement folle jusqu'au championnat le plus disputé au monde, la Première Ligue. Alors comment peut-on expliquer cette trajectoire absolument dingue qu'a connu le club en moins de 10 ans, un club avec un budget et des infrastructures très limités. Aujourd'hui on va s'intéresser aux contes de faits vécus par un club qu'on ne peut qu'aimer, un club qui nous rappelle pourquoi on est tombé amoureux du football. C'est parti, générique. Salut, ça me fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo, et en plus pour pas n'importe quelle vidéo, puisque c'est une vidéo sur l'histoire, sur le conte de fées que connaît actuellement Luton Town. Je vais pas vous mentir, avant de faire cette vidéo, je connaissais assez peu de choses sur le club. Et en fait, plus j'en ai appris et plus j'ai aimé ce club, et j'espère que dans cette vidéo, ça va être également le cas pour vous. Mais avant de commencer cette vidéo, vous le savez, demain a lieu la finale de la Ligue des Champions entre City et l'Inter, avant que le football international reprenne ses droits avec des matchs de qualification. Et si vous voulez parier sur ces matchs, eh bien le sponsor de cette vidéo, Betclic, est vraiment l'application idéale pour le faire, l'application qui fait vivre le sport plus fort. En plus, ce mois-ci, ils font gagner 50 € de free bet à l'un d'entre vous que je tirerai au sort en commentaire. Pour cela, c'est très simple. Mettez en commentaire votre pronostic pour la finale de demain. Bref, du coup, on va parier sur cette finale de Ligue des Champions, mais aussi sur le retour de l'équipe de France dans ses qualifications pour l'Euro. Pour la Ligue des Champions, j'ai pas fait trop compliqué, en mettant Manchester City qui marque en première et en deuxième mi-temps. La cote est quand même très intéressante à 2,20, donc je me suis dit pourquoi pas faire ça. Et pour les matchs de qualification pour l'Euro 2024, la France se déplace à Gibraltar, donc la cote là est à 1,01, ça n'a aucun sens. Mais j'ai fait un combiné avec les victoires de plein d'équipes favorites, avec donc victoire de l'équipe de France, victoire de la Belgique face à l'Autriche, victoire du Portugal face à la Bosnie, et enfin pour terminer, victoire de la République tchèque en île Féroé, ce qui me fait une cote globale à 2,34. Bref, si vous aussi vous voulez parier, n'hésitez pas à le faire sur Betclic. En plus, si tu t'inscris avec le lien dans la description et en utilisant le code VALFoot, eh bien ton premier pari, s'il est perdant, sera remboursé jusqu'à 100 € en free bet, c'est-à-dire en crédit de jeu non retirable, en fonction du montant de ce premier pari. Je le répète, mais c'est super important, parier tout d'abord c'est interdit aux mineurs et surtout ça doit absolument rester un jeu. C'est une pratique qui comporte énormément de risques, donc c'est super important. Gardez vraiment le contrôle, il faut jouer en fonction de ses moyens. Bref, un grand merci encore une fois à Betclic de soutenir la chaîne, je le répète, mais c'est super important pour le futur. Et désormais, place à la vidéo. Si on devait résumer la grande histoire de Luton Town en une image, ça serait sûrement celle-là, celle d'un ascenseur qui monte et qui descend inlassablement à travers les étages et les divisions sans jamais s'arrêter, un peu à la manière de Sisyphe, condamné à éternellement pousser son rocher jusqu'en haut de la colline, avant de le laisser tomber et de devoir tout recommencer. Car oui, pour Luton, c'est un peu pareil, puisque depuis sa création en 1885, eh bien le club du Bedfordshire a enchaîné les promotions puis les relégations, passant ainsi par exemple de la première division en 1960 à la D4 5 ans plus tard, puis à nouveau en 1974 à la première division. Bon, à un moment, ils se sont quand même stabilisés dans l'élite du football anglais, ou en tout cas, ils ont cru, puisqu'entre 1982 et 1992, soit pendant 10 saisons, l'équipe parvient à se maintenir dans l'élite du football et à évoluer avec les plus grands clubs du pays, terminant même 7ème en 1987 devant Manchester United.
Mais encore une fois, eh bien l'histoire va se répéter et cette stabilité malheureusement ne va pas durer éternellement, puisque quelques mois seulement avant la création de la Première Ligue en 1992, eh bien les Chapeliers et leur vieillissant stade du Kenilworth Road terminent à la 20e place du championnat et quittent ainsi un échelon supérieur qu'ils ne reverront plus pendant 3 décennies, la faute à de très graves problèmes financiers. Car oui, un peu comme ce qu'on a connu récemment en France avec Mediapro, eh bien au début des années 2000, le football anglais, et principalement la 2e division dans laquelle évolue alors Luton, va connaître elle aussi un scandale de diffusion, cette fois avec ITV Digital, qui après avoir multiplié par 4 les droits de diffusion du championnat, va tout simplement faire faillite, plongeant dans le rouge des dizaines de clubs anglais qui avaient anticipé une explosion de leurs revenus et avaient donc fait venir énormément de joueurs en les surpayant. Et cet épisode, eh bien, ça va faire très mal à Luton, qui se retrouve alors rapidement endetté de plusieurs millions d'euros, et qui va s'enfoncer dans la crise en dehors puis sur le terrain. Les dettes sont d'ailleurs tellement importantes que la fédération anglaise va prendre 2 mesures très lourdes à l'encontre du club. Un retrait tout d'abord de 10 points pour la saison 2007-2008 alors que l'équipe vient tout juste d'être reléguée en 3e division, puis pire encore la saison suivante avec un nouveau retrait mais cette fois de 30 points, une sanction énorme et surtout inédite qui fait définitivement couler les Chapeliers, relégués à l'été 2009 en National League, la 5e division anglaise. Trahi par la fédération anglaise selon ses fans, au bord du gouffre économiquement et donc désormais semi-professionnel, Luton Town vit alors la pire période de son histoire. Mais pourtant, eh bien, c'est à partir de ce moment-là que l'équipe va se mettre ou va se remettre à faire ce qu'elle sait faire de mieux, remonter la pente. À ce moment-là, le chantier est énorme à Luton, mais alors que plein de clubs se seraient effondrés, eh bien ce qui va faire la force des Hatters et va permettre leur reconstruction, c'est la présence majoritaire dans la prise de décision du club d'un organisme d'une entité qui est souvent pourtant largement mis de côté dans les autres clubs, les supporters. En effet, ce qui fait la particularité de Luton, c'est qu'extrêmement attachés à leur club, mais aussi et surtout à leur identité, eh bien les fans du club, depuis le début des années 2000, ont progressivement intégré le conseil d'administration du club pour eux aussi avoir leur mot à dire, à travers la création, au début des années 2000, d'une association, Trust in Luton. Et cette quête de poids dans la prise de décision va peu à peu fonctionner jusqu'en 2008 donc, où tout va s'accélérer pour eux avec le rachat de Luton par un consortium que les supporters soutiennent et justement dirigé par un ancien de Trust in Luton, Gary Sweet, qui en plus d'assainir et d'équilibrer économiquement le club à son arrivée, va décider d'offrir à ses compatriotes supporters un niveau d'implication toujours plus haut dans la vie des Hatters en leur vendant progressivement une majorité de ses actions pour qu'aujourd'hui, eh bien 50% du club soit possédé par ses fans, un modèle absolument unique en Angleterre. Et ça va superbement marcher, car désormais recentré sur son histoire, sur ses valeurs et sur son identité, et dirigé en plus de ça par des gens qui le connaissent et qui l'aiment, le club va peu à peu remonter la pente autour de bases solides et malgré un budget limité, retrouvant même dès 2014 le monde professionnel et la 4e division. Mieux encore dans la foulée, l'ancienne cité ouvrière va voir son club passer un nouveau cap sous l'égide de son ancien joueur devenu coach en 2016, Nathan Jones, qui grâce à une approche où l'humain et les liens sociaux sont placés au centre, va bâtir une équipe ultra compétitive à coups de prêt, d'arrivée de joueurs en fin de carrière, d'émergence de jeunes du centre de formation et enfin de signature de joueurs en quête de revanche. Nous essayons de recruter de bonnes personnes, de bons êtres humains, nous essayons de créer une bonne culture, un environnement où les gens peuvent s'épanouir et s'améliorer, pas seulement de meilleurs footballeurs mais de meilleures personnes. Je pense que cela a joué un rôle important dans notre développement. Et c'est notamment ce qui s'est passé en 2014 avec l'arrivée de Pelly Rudokempanzu, un véritable personnage sur et en dehors du terrain, qui va parfaitement s'intégrer à l'équipe et au club et va gravir avec les Chapeliers tous les échelons, puisque l'équipe connaît 2 promotions consécutives en 2018-2019, 2 promotions qui mènent ainsi les Oranges en 2e division. Bon, le passage de la 5e à la 2e division en moins de 5 ans est complètement fou, mais à ce moment-là, au moment de leur montée, on se dit quand même que
ça va être un peu compliqué pour Luton Town de continuer sa progression, d'autant que le budget est très limité quand ils arrivent en Championship. Le club n'est que le 3e plus petit budget du championnat, et d'ailleurs pour vous montrer à quel point les Chapeliers sont un nain économique, cet été-là le club va réaliser le plus gros transfert de son histoire, avec l'arrivée du gardien croate Simon Sluga, pour un montant de, devinez, je vous laisse un peu de temps pour réfléchir, et bien pour 1,7 million d'euros, ce qui est tout simplement ridicule quand on compare au transfert des autres clubs du championnat cet été-là, avec notamment Leeds qui a dépensé 17 millions d'euros pour faire venir Elder Costa. Sauf qu'au final, bien fort de ce côté familial, où les joueurs s'engagent pour se battre pour l'honneur du maillot et non pour l'argent, bien Luton va surprendre tout le monde en s'imposant peu à peu comme une très bonne équipe même du championnat, passant de la 19e place en 2020 pour son retour à une 12e, puis à une 6e place l'année dernière, année au cours de laquelle l'équipe a même atteint les demi-finales de play-off. Pourtant cette saison, malgré un nouveau record de transfert battu avec l'arrivée du buteur Carlton Morris pour à peine 2 millions d'euros, l'objectif affiché par les dirigeants était plutôt modeste, puisque loin d'espérer la montée face à des monstres économiques comme Watford, Burnley ou Norwich, la 4e plus petite masse salariale du championnat souhaitait surtout continuer de se pérenniser dans ce championnat super compétitif, en confirmant pourquoi pas la très belle année précédente. Et d'ailleurs, le début de saison va largement aller dans ce sens, aller dans le sens d'un retour à la normale après la surperformance, puisque les résidents du si particulier Kenilworth Road ont commencé terriblement la saison, avec seulement 2 victoires lors des 9 premières rencontres, nageant ainsi pendant plusieurs journées sous la ligne de flottaison qu'est le maintien. Mais tout cela, toute cette morosité du début de saison, ça va radicalement changer en novembre, lorsqu'une défaite de Southampton face à Newcastle en Première Ligue va faire basculer la saison de Luton. En fait, après cette défaite face à Newcastle, les Saints se sont retrouvés relégables, et c'est à ce moment-là que leur propriétaire, qui commençait à s'inquiéter des performances des siens, va décider de licencier son entraîneur pour le remplacer par celui qui avait mené Luton en D2, Nathan Jones, qui va bien entendu sauter sur l'occasion d'entraîner en Première Ligue, abandonnant alors en pleine saison les siens. Et évidemment, les dirigeants de Luton, face à ce départ, se retrouvent complètement déboussolés, complètement désorientés. Ils n'avaient pas du tout prévu que leur entraîneur les lâche en pleine saison. Et du coup, ils vont devoir trouver une solution très rapidement et surtout une solution pas chère parce que je le rappelle, leurs moyens sont très limités. Ce qui va les pousser à prendre un gros pari en faisant venir un entraîneur qui a été viré seulement 2 mois plus tôt par Watford, Rob Edwards. Et ça va matcher d'entrée entre l'ancien entraîneur des Forest Green Rovers et son nouvel effectif ultra soudé, puisque l'équipe menée par son serial buteur Carlton Morris, par son mûr Ehsan Horvath et par son infatigable milieu de terrain Campbell Mpanzu Clark, va enchaîner les victoires avec son nouveau coach, ne perdant que 2 matchs entre mi-décembre et fin mai. À tel point que très bien organisé tactiquement autour d'un pressing intense et d'un jeu en transition parfaitement maîtrisé, les Chapeliers, après avoir assuré une 3e place complètement folle à l'issue de la saison, ont battu Sunderland puis Coventry en play-off pour finalement dépoussiérer les livres d'histoire en obtenant leur ticket retour pour la Première Ligue, 31 ans après l'avoir quitté. Alors, est-ce que Luton Town, la saison prochaine, et malgré son budget très limité, va réussir l'exploit de se maintenir en Première Ligue? Ça va être très compliqué, mais honnêtement, j'attends qu'une chose, c'est de voir leur retour dans le championnat, de voir à quel point le stade va être plein et à quel point ça va être la folie. Dans tous les cas, l'histoire est absolument fabuleuse, et grâce à cette montée, Luton Town devrait sur les 3 prochaines saisons gagner au moins 150 millions d'euros, ce qui est très important pour le club, pour ses infrastructures, mais aussi pour la ville, puisque le club va investir une partie de cet argent dans tout le quartier qui entoure le stade, ce qui montre encore une fois à quel point il est ancré dans la communauté locale, mais il est aussi très anachronique et malheureusement cet été les choses devront changer, puisque le club va devoir dépenser plus de 10 millions d'euros pour mettre au niveau de la Première Ligue son stade, mais toujours est-il qu'on peut le dire clairement, un peu à la manière du titre remporté en 2016 par Leicester, l'histoire de Luton Town, clairement, a offert au football un autre conte de fées anachronique à un moment où l'aspect marketing du ballon rond est devenu même plus prégnant que l'aspect sportif. Et évidemment, on ne peut que s'en réjouir. D'ailleurs, pour terminer cette vidéo au mieux, je laisse le mot de la fin
au directeur général de Luton Town qui résume parfaitement ma pensée et je l'espère la vôtre. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo, l'équipe c'était Val, peace. C'est la vraie vie, le vrai football, c'est l'histoire et la tradition qui se déroulent ici. C'est vivant, c'est émouvant, c'est la joie et les larmes. J'oubliais d'ailleurs, mais n'oubliez pas après cette vidéo d'aller remplir le questionnaire pour les Val Foot Awards et d'être présent la semaine prochaine pour le live, j'ai trop hâte. Merci à vous du soutien l'équipe, c'était Val, peace.